Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America And a conservative America. great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense. Nous irons du nord au sud, de la West Coast à la East Coast. Et aujourd'hui on part un peu entre les deux, dans le Midwest, direction l'État de l'Illinois. Attention, ça c'est avec l'accent français parce qu'en américain, il faudrait dire How to pronounce Illinois. Illinois, Illinois. L'Illinois, c'est 12 millions d'habitants, une capitale, Springfield. Évidemment, pauvre andouille. Un surnom, The Prairie State, parce que oui, il y a beaucoup de prairies. Et une ville connue dans le monde entier, Chicago. Vous connaissez peut-être ce dicton, le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, mais il a grandi à Chicago. Chicago, une ville de musique, donc une ville de basket, aussi avec les légendaires Chicago Bulls du légendaire Michael Jordan. Chicago et l'Illinois sont aussi pour toujours marqués par un homme, Abraham Lincoln. Dans cet état, vous trouverez la tombe de Lincoln, le musée de Lincoln, la maison de Lincoln, des pins, t-shirts, mugs, caleçons Lincoln. Pourtant, le 16e président des États-Unis n'est pas né ici, mais il y a vécu. En fait, il n'y a eu qu'un seul président américain qui soit né dans l'Illinois. Il s'appelle Ronald Reagan. I am proud of my Illinois roots. Ronald Reagan, une figure politique qui fait partie du camp des républicains, alors que l'Illinois, lui, vote plutôt démocrate depuis 30 ans. Et certains élus de l'Illinois ont même réussi à faire ce qu'on appelle une jolie petite carrière, comme ce sénateur de l'Illinois que tout le monde connaît aujourd'hui. Hey! Hello, Illinois! En 2008, quand il est élu président, c'est à Grant Park, au cœur de Chicago, que Barack Obama vient célébrer sa victoire. Il vient en famille avec ses filles, Sacha et Malia, et sa femme Michelle, qui est ici, chez elle, puisqu'elle est née dans l'Illinois, elle est née à Chicago. Thank you for giving me the incredible privilege of being associated with you and your families and with the Illinois for the rest of my life. Les Obama ont marqué l'histoire de Chicago et donc de l'Illinois et donc des États-Unis, un pays immense qu'on va découvrir un peu plus en sortant une carte routière. Juillet 1916, à la Maison-Blanche, le président américain Woodrow Wilson réunit ses équipes pour faire une déclaration qu'on va essayer de reconstituer un peu comme ça. Messieurs, notre pays est grand, très grand, mais niveau route et autoroute, on est mauvais, très mauvais. Alors mettez-vous au boulot, sortez les pelleteuses et les bulldozers. Je veux que ça construise dans tous les sens. Je veux notamment une route qui reliera l'est et l'ouest du pays avec comme point de départ Chicago dans l'Illinois. Le président prend son stylo et signe le papier, c'est ce qu'on appelle le Federal Aid Road Act. Immédiatement, les équipes se mettent en place, on sort les plans, on fait les calculs et on fait les comptes. La route fera 3670 km, elle va traverser 8 États et 3 fuseaux horaires. Wow. Point de départ, Chicago donc, point d'arrivée, Los Angeles, en Californie. Welcome to Los Angeles, city of reinvention, where you can become whomever you want. L'homme qui va superviser ces travaux titanesques s'appelle Cyrus Avery, un businessman qui doit d'abord trouver un nom à cette route. Et aux États-Unis, il existe une règle assez simple. Toutes les routes qui vont du nord au sud ont un numéro impair, toutes les routes qui vont de l'est à l'ouest ont un numéro pair. Cool. Very cool. La route qui ira de Chicago à Los Angeles aura donc un numéro pair. Cyrus Avery propose le numéro 60, mais ce chiffre
pose problème car certains États avaient déjà prévu de l'utiliser. Shit. On passe alors au chiffre suivant, le 62, mais cette fois, c'est Cyrus Avery qui n'est pas d'accord car dans la liste, il vient de repérer un autre chiffre qui n'a pas encore été utilisé et qui est donc disponible, le chiffre 66. Et pour le coup, Cyrus Avery trouve que ça sonne beaucoup mieux, route 66. Get your kicks on Route 66. Avec la crise de 1929, des milliers d'Américains fuient la pauvreté et vont donc prendre cette nouvelle route 66 direction l'ouest avec leurs valises, leurs économies et leurs espoirs d'une vie meilleure. La route est longue, alors l'Amérique imagine le business qui va avec. La route 66, c'est l'apparition des premiers motels, des premiers diners, des premiers drive-in. Les stations-service s'installent des deux côtés de la route. Cette route qui devient même un personnage à part entière du roman culte Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui baptise la route 66 la Mother Road, la mère de toutes les routes. Okay, camera rolling and action. Pour le cinéma aussi, la route 66, c'est un décor fantastique. Easy Rider, Little Miss Sunshine ou même le dessin animé Cars. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. La route 66, ce n'est pas seulement du bitume et du goudron, c'est tout un symbole de l'Amérique, qui a donc comme point de départ un panneau au croisement de Jackson Boulevard et de Michigan Avenue. Ici commence la route 66, ici commence la légende, alors bienvenue à Chicago, bienvenue dans l'Illinois. Pour parler de l'Illinois, on a voulu donner la parole à Laurence Nardon, docteur en sciences politiques, spécialiste des États-Unis et qui, comme beaucoup, a eu un crush sur cet État du Midwest. Bonjour 50 States, je suis Laurence Nardon et je suis responsable du programme de recherche sur les États-Unis à l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Aujourd'hui, on va parler de l'Illinois. Alors, ce que je retiens de cet État, c'est, une fois qu'on a passé un peu la campagne et les coureurs de bois, c'est Chicago. Parce que c'est une ville extraordinaire. Quand vous êtes à Chicago, vous avez évidemment le jazz qui est très important, puisque Chicago est l'une des villes où les Afro-Américains des États du sud des États-Unis se sont enfuis au début du XXe siècle, une fois libérés de l'esclavage après la guerre de sécession. Beaucoup d'Africains américains ont pris le chemin du Nord, où il y avait beaucoup d'emplois pour eux dans les usines, et ils avaient l'idée qu'ils allaient être beaucoup plus libres et beaucoup moins sujets au racisme que dans les États du Sud. Alors je pense que la situation n'était pas idéale non plus dans le Nord, mais effectivement elle devait être meilleure que dans les États du Sud où, après la guerre de sécession, vous savez, les règles Jim Crow de ségrégation extrêmement cruelles se sont mises en place. Et donc, les Noirs se sont enfuis dans les États du Nord. Et donc, c'est à Chicago, entre autres, que le jazz est né dans les années 1920-1930. Et donc, quand on y va aujourd'hui en touriste, c'est difficile de ne pas tomber dans le piège de démonstrations de jazz qui sont plus ou moins qualiteuses. Mais on a envie de le faire. Enfin, on le fait. Bon, c'est un petit peu un attrape-touriste. Enfin, il faut bien choisir son coup. Il y a quelque chose aussi à faire à Chicago. C'est une visite architecturale de la ville parce qu'il y a un côté un peu Venise à Chicago parce que le lac Michigan et la rivière qui coule dans la ville font qu'on peut faire une balade en bateau dans la ville. Cette rivière, d'ailleurs, elle est teinte en vert le jour de la Saint-Patrick, parce qu'il y a une grosse communauté irlandaise à Chicago. C'est aussi une ville, une région où le grand architecte américain Frank Lloyd Wright a bâti énormément de maisons. Alors c'est plutôt des maisons individuelles dans son fameux style des prairies. Et donc on peut faire un tour de toutes les maison Frank Lloyd Wright dans la ville, c'est très intéressant. Alors c'est noté pour la visite, mais on termine toujours le podcast avec une question nourriture. C'est important la nourriture aux États-Unis. Est-ce que dans l'Illinois, il y a une spécialité à Chicago par exemple? On mange quoi? Il y a une spécialité gastronomique dans l'État, c'est la deep pan pizza, c'est-à-dire la pizza style Chicago qui s'oppose à la pizza de style New York. Alors c'est quoi la différence des deux? Alors, les pizzas new-yorkaises, elles sont à pâte fine et les pizzas de Chicago, elles sont deep pan, c'est-à-dire avec une pâte très très épaisse. C'est un petit peu une sorte de tourte avec la garniture de pizza au-dessus.
Ça tient au corps quand il fait froid, donc ça c'est intéressant. Sinon... Mais ça vient de Chicago. Oui, parce que les Italiens peuvent vous dire qu'en fait la pizza napolitaine, elle a vraiment trouvé son succès aux États-Unis plus qu'en Italie. Et donc il y a ces deux types de pizza qui se battent en duel. Donc le vrai match New York-Chicago, il se joue sur la pizza en fait. C'est l'un des matchs, c'est l'un des terrains d'opposition. Il n'y a pas que le basket, il n'y a pas que le baseball, il y a aussi la pizza. Exactement. It's a pizza showdown. The New York pizza versus the Chicago-style deep dish. Bring in the pizza. On a beaucoup parlé de Chicago et même de ses pizzas, mais il est intéressant de comprendre comment Chicago est devenu Chicago, à savoir la capitale de l'architecture, l'inspiration de Batman pour Gotham City. You are? Yeah. I'm Batman. Comment Chicago est-elle devenue la 3e plus grande ville d'Amérique après New York et Los Angeles? How'd you manage that? I will explain everything. En fait, tout commence par un drame terrible, un incendie ravageur. Nous sommes le 8 octobre 1871, il est 21h quand soudain des flammes s'échappent des fenêtres d'une étable située dans le sud de la ville. Rapidement, les flammes progressent, le feu se propage aux bâtiments voisins. Il faut dire que ce soir-là, le vent souffle violemment et partout, les sols sont secs. Il n'a pas plu depuis 3 mois. Problème supplémentaire, nous sommes en 1871 et toutes les maisons, tous les bâtiments ont des charpentes en bois. Le combustible idéal pour un incendie gargantuesque qui va dévorer la ville. Les pompiers font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Après 2 jours, c'est la pluie qui, enfin, mettra un terme à la course aux flammes. On peut alors passer au bilan terrible. 300 morts, 17 000 bâtiments détruits, 200 millions de dollars de dégâts, une ville à genoux et forcément une question, la faute à qui? Une commission d'enquête est créée, les journalistes posent des questions et rapidement on trouve la coupable idéale. The decision of the council will now be heard. Guilty. Il s'agirait d'une vache. What? Oui, une vache qui aurait donné un coup de sabot dans une lanterne, la lanterne tombe par terre et patatras. Cette vache s'appelle Daisy et elle est la propriété d'une certaine Catherine O'Leary, une immigrée irlandaise catholique qu'on accuse rapidement, petit 1, d'être alcoolique et petit 2, d'avoir voulu mettre le feu à la ville parce qu'elle aurait été rayée de la liste des personnes qui touchent les aides sociales. La femme crie son innocence, mais la rumeur est tenace et il faudra attendre 1997, oui j'ai bien dit 1997, pour que le maire de Chicago prenne la parole publiquement pour dire très officiellement que Catherine O'Leary n'a rien à voir avec cet incendie. À Chicago, dans l'Illinois, tout le monde connaît pourtant son nom, cette histoire et ce drame, mais tout le monde connaît aussi la réaction de la ville qui, immédiatement après l'incendie, s'est relevé les manches en mode « on va s'en sortir, Chicago va se relever et se réinventer ». Avengers! Assemble. L'incendie a pu prospérer grâce aux maisons en bois. Ok, alors on va mettre le paquet sur le métal. C'est donc à Chicago que va se dresser le premier bâtiment vraiment important qui reposera entièrement sur une charpente métallique. Avec ses 11 étages et ses 42 mètres de hauteur, le Home Insurance Building fait la fierté de la ville. Il fait aussi la une des journaux. Le Chicago Tribune a d'ailleurs trouvé un mot pour qualifier ce nouveau genre d'immeuble. On appellera ça un skyscraper. En français, ça donne un gratte-ciel. Oui, le tout premier gratte-ciel de la planète a été inventé ici, à Chicago, ici, dans l'Illinois, ici, en Amérique. Isn't this a great place? It is beautiful. Au départ donc, tout a commencé par un incendie et ça s'est terminé par une première, les premiers gratte-ciel de la planète. Groovy. Dans l'Illinois, il y a une autre histoire qu'on pourrait commencer avec des flammes et qui se terminerait, là encore, par une première explication.
Si vous allez régulièrement sur Twitter, Insta ou TikTok, c'est une vidéo que vous avez peut-être vue en vous disant « Non mais franchement, les Américains, ils sont quand même tous un peu tarés ». C'était le 6 février, une jeune femme, une jeune élue républicaine du Missouri, poste sur Twitter une vidéo où elle tient un lance-flamme dans les mains. Elle s'appelle Valentina Gomez, elle est candidate au poste de secrétaire d'État dans son Missouri natal et sur fond musical de gros rap, elle enclenche son lance-flamme et va brûler des livres. Oui, 2 livres exactement. These books from the Missouri Public Library. When I'm in office, they will burn. Valentina Gomez décide de pulvériser 2 livres car ils parlent de sexualité. Oh, come on, man. Des livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques municipales des États-Unis et qui, d'après l'élue républicaine, pervertissent nos enfants. Ce qu'il me dit, c'est que les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Les 2 livres en question sont l'ouvrage canadien Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité et un ouvrage sur les queers. Des ouvrages qui visent à endoctriner les enfants selon Valentina Gomez qui a donc décidé de les carboniser à coups de lance-flammes. Alors, dit comme ça, on peut trouver ça tellement débile que ça pourrait être marrant, sauf qu'il s'agit d'un mouvement de plus en plus sérieux dans le camp républicain. Cette volonté de cibler et de s'en prendre aux livres qui s'adressent aux enfants et qui auraient tendance à parler sexualité, homosexualité, droit de choisir qui on veut être, etc. We'll have us a little book barbecue in the yard. I see the flames for miles. En 2023, des élus républicains ont ainsi formulé plus de 2000 demandes d'interdiction de livres pour qu'ils disparaissent des étagères des bibliothèques. Et c'est là que nous retournons dans l'Illinois, qui compte un paquet de superbes bibliothèques, notamment la Harold Washington Library de Chicago. It's true. It's very true. L'Illinois qui, depuis le 1er janvier 2024, est surtout devenu le tout premier État où il est interdit d'interdire les livres. Illinois will become the first state in the nation to officially ban book bans once and for all. L'expression « ban book ban », en français « interdit d'interdire les livres », est un mouvement qui est né dans l'Illinois quand les demandes de censure de livres se sont multipliées, 67 au total pour le début de l'année 2023. À chaque fois, ce sont des élus, des parents ou des associations hyper conservatrices qui sont à l'origine de la demande. Why is it always you three? Et il ne s'agit pas d'un problème spécifique à l'Illinois. Des États comme le Texas ou la Floride sont à la pointe du mouvement qui veut faire le ménage entre les livres qui seraient OK et ceux qui seraient à bannir. I too have seen inappropriate material in our classrooms, and I'm proud that we remove graphic material that no one in elementary or middle school should have been exposed to. Et le mouvement est national. Dans le Wyoming, il a fallu qu'un employé de librairie se défende devant un tribunal pour avoir osé mettre en rayon un livre qui s'intitulait « This book is gay », ce livre est homosexuel. Dans le Tennessee, un comté a voulu faire interdire le cultissime roman graphique Mouse parce qu'il contiendrait de la nudité et des passages grossiers. I'm shocked because, given the story of Mouse, I'm surprised that that's what made you uncomfortable, the fact that there was some nudity. It's about the Holocaust, the killing of 6 million people, but that didn't bother you. Comme le rappelait récemment le New York Times dans un article passionnant, cette volonté de censurer les livres, c'est pas nouveau dans l'histoire américaine, mais ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'hyperactivisme des assos conservatrices qui font monter la polémique sur les réseaux sociaux avant de faire pression sur les politiques et d'enclencher le maximum d'actions devant la justice pour que la loi se prononce. Et c'est pour éviter cet engrenage infernal que dans l'Illinois, on a voulu siffler la fin de la partie. Depuis le 1er janvier, donc, ce n'est plus la peine de gueuler, il est interdit d'interdire. Shut up! Et si les bibliothèques municipales cèdent aux pressions des assos conservatrices, alors elles n'auront plus de financement public. La loi a été signée par le gouverneur démocrate de l'Illinois, il s'appelle J. Robert Pritzker, un vrai personnage de roman et donc un très bon personnage de podcast. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president.
J. Robert Pritzker. Aux États-Unis, tout le monde le connaît et tout le monde l'appelle JB. JB Pritzker, c'est un vieux briscard de la politique US. D'abord, sachez qu'il est riche, très riche, mais alors vraiment très riche. À la mort de son père, il hérite d'1 milliard de dollars car son père n'était pas n'importe qui, il s'appelait Donald Pritzker, et en 1957, avec son frère, il a racheté un hôtel qui avait la particularité d'être le tout premier hôtel construit à côté d'un aéroport. Son nom, le Hyatt Hotel de Los Angeles, et c'est ainsi que Donald et son frère vont faire fortune en mettant des hôtels Hyatt un peu partout sur la planète. Come, capture the spirit. Hyatt Hotels. Quand il meurt, il laisse donc un sacré pactole à son fils, JB, qui a lui aussi la fibre du business qui va faire fructifier sa mise. Multimilliardaire, c'est aujourd'hui l'homme politique élu le plus riche des États-Unis. Il a 2 maisons à Chicago, un ranch dans le Wisconsin, un domaine en Floride, un petit pied-à-terre aux Bahamas, histoire de se détendre un peu. JB Pritzker devient gouverneur de l'Illinois en 2018, il est réélu en 2022 et c'est à coup de millions qu'il lance des actions pour défendre le droit à l'avortement, pour booster le budget de l'éducation, pour légaliser le cannabis ou pour durcir la loi sur les armes à feu, un gouverneur qui se bat mais qui n'arrive pas à enrayer une méchante statistique, celle de la violence, des crimes et des braquages. L'Illinois en général et Chicago en particulier ne font pas figure d'exemple en la matière. It's been a deadly year in Chicago, more than 500 murders so far, putting the city on track to hit its highest level of homicide since 1997. Dans l'Illinois, tout n'est pas rose, mais JB fait ce qu'il peut et accessoirement, quand ses copains sont dans la panade, il répond toujours présent. Exemple très récent, quand Joe Biden a multiplié les boulettes en confondant Emmanuel Macron avec François Mitterrand. Oups. Ou le chancelier Helmut Kohl avec Angela Merkel, quand tout le monde a dit que Joe était en train de perdre la boule, c'est JB qui est monté au créneau pour prendre la défense du président. I've been with the President of the United States many times. The man knows more than most of us have forgotten. JB Pritzker, un homme loyal et qui pèse politiquement. Cet été, la convention démocrate, le grand rendez-vous qui doit valider le choix de Joe Biden comme le candidat du camp démocrate, se tiendra chez JB à Chicago, dans l'Illinois. Joe Biden le sait, il pourra compter sur J. Robert Pritzker pour remporter l'Illinois. Mais il ne suffira pas de remporter l'Illinois pour rester en place à la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.